Bienvenue à l'émission Éco-Réno, l'émission où on évite de mettre trop de matières résiduelles dans nos dépotoirs en utilisant des objets plus vieux ou des objets patrimoniaux pour les transformer, pour en faire de nouveaux objets. Cette semaine, ce qu'on vous suggère, c'est de produire une table de salon en utilisant des portes pleines qu'on va couper en deux et qu'on va remonter, remodeler. On est à nouveau à l'éco-chantier de Saint-Pascal. Cette fois-ci, c'est pour trouver deux portes patrimoniales. Encore là, l'inventaire est assez impressionnant. On va avoir un coup de main, encore aujourd'hui, de la part d'Isabelle, qui est responsable de l'éco-chantier. Ça nous prend deux portes très similaires, bois plein, idéalement pas immenses cependant, pas des très grosses là. Pensez qu'il y a une chance qu'on puisse trouver ça en inventaire chez vous? Effectivement, on a une très bonne chance de trouver ça ici. Allons voir. Oui. Isabelle, tu as eu du nez. On a deux portes qui sont visiblement un petit look patrimonial. Oui. Ils sont pleines sans être énormes. Ils sont vraiment pas lourds non plus. Pleines. Oui, sans être d'un poids épouvantable. On va être capable de faire des traités qui ont de l'allure dessus, puis de monter le petit meuble. Absolument. Bien, merci. Ça va être vraiment beau. À l'éco-chantier, un autre de mes trésors que j'adore, ce sont les fenêtres. Et on en a de toutes les grandeurs. Moi, j'ai choisi une fenêtre à 3 carreaux pour y installer mes scrapbooking en arrière. Ensuite, pour le contour, le cadre, j'ai tout simplement mis une craie de pastel que j'ai frottée tout le long et que j'ai enduit par la suite une colle Mod Podge pour pas que, quand on va prendre la fenêtre, qu'on reste les doigts tachés avec de la craie. Alors là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les fenêtres. Puis ici, bien, des fenêtres, moi, on en a tellement de toutes les grandeurs, alors vous pouvez y aller à votre imagination et vous laisser aller. Vous allez adorer. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, car nous aussi, on en a des idées à vous suggérer. Cette semaine, on se lance dans le montage de ce qui va être une petite table de salon qui est bâtie à partir de deux portes patrimoniales. On se souvient qu'on a trouvé deux portes un peu moins pleines, mais un peu moins épaisses et pas trop larges. Ça devait être des portes, j'imagine, de bâtiments secondaires parce qu'ils sont vraiment pas très larges. C'est un avantage parce que quand on prend quelque chose de très large, on s'imagine on arrive avec une espèce de volume carré qui est peut-être un peu trop massif pour une table de salon. Donc, en ayant trouvé plus petit, ça faisait notre affaire. On a besoin d'accessoires, évidemment, pour arriver à nos fins. On a besoin d'une scie. Idéalement, un banc de scie, ça va super bien, mais on pourrait le faire aussi avec une scie ordinaire ou avec une scie mécanique, simplement. On a décidé, on a trouvé des petits écarts à 90 degrés. On en a trouvé beaucoup à 2 trous seulement. Il aurait été préférable d'y aller à 4 trous pour la stabilité, sauf que ça causait un problème pendant qu'on les installait. On verra précisément quel était le problème plus tard pendant qu'on fait le montage. On a prévu d'avoir 4 roues. Une fois que notre volume carré, notre cube, notre table va être terminée, on va pouvoir la mettre... il faut la surélever, on ne la mettra pas directement au sol. Donc, on a décidé d'y aller avec des petits trous. On a trouvé deux formats. On va travailler avec 2 formats de vis courtes pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait une perce, qu'on ne traverse pas le bois qui est vraiment pas très épais. Donc, on a carrément court et très court. Comme ça, on pourra vérifier à chaque fois, là, s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec
une des 4 surfaces qui aurait littéralement, surtout les 3 surfaces, celle du haut, les 2 du côté, qui aurait littéralement des vis, des petits bouts de vis qui auraient traversé. C'est un meuble d'intérieur, on ne veut pas arriver à ça. Et évidemment, on a notre meilleur ami qui est toujours là, la perceuse, qui là encore est surtout utilisée pour visser. Donc, avant de se lancer dans le montage des 4 morceaux de porte, on a utilisé, non pas 4, mais 2 portes qu'on a coupées littéralement en plein milieu. On est chanceux. On sait qu'en patrimonial, souvent, les standards, ça bouge tout le temps. C'est jamais exactement pareil au quart de pouce, là. Dans le cas de nos 2 portes, une fois coupé au milieu, on s'est retrouvé avec 4 morceaux à peu près pareils en termes de longueur. Donc, ça va être cohérent. On n'aura pas une table, par exemple, que les côtés seront littéralement 2, 3 ou 4 pouces moins longs que les surfaces du haut et du bas. Ce qui pourrait être pas laid aussi, hein, quand on travaille avec le patrimonial, il faut être souple, puis avant de dire je le fais pas, monter les choses, voir si au coup d'œil, en fin de compte, c'est pas parfaitement égal, mais que ça fait quand même beau au coup d'œil. Donc, on a tout ça est en place. À remarquer, là, ça va devenir notre surface du bas, le dessous du meuble, mais on va mettre la surface, la plus belle surface de notre table vers le haut. Parce que, évidemment, quand on va regarder le meuble dans le salon, c'est la surface qui sera visible. Celle du dessous ne se verra pas. Je vais vous la montrer. Puis dans le cas de cette porte-là, il y avait vraiment un côté qui était plus intéressant. Donc, cette surface-là va devenir la surface du dessus de la section en bas de notre petite table de salon à venir. Je vais faire le ménage tranquillement là-dedans pour commencer à monter. Je vais devoir demander l'aide d'Anne-Christine à plus d'une reprise, pas parce que les différentes composantes sont lourdes, mais surtout parce qu'on travaille avec de petits équerres à 2 trous et non pas plus larges à 4 trous. Pour s'assurer que surtout pendant qu'on visse les 3 premières parois ensemble, on se retrouve avec des angles à 90 degrés à peu près fiables pour aller monter le dernier des 4e panneaux. On pourrait peut-être en venir à bout seul, mais à 2, ça va être pas mal moins mot de tête de réussir à arriver à un résultat que du bon sens. Donc, on va tasser ça, on n'a pas besoin pour l'instant, mais ça, notre perceuse, les deux types de vis, les équerres à 90 degrés, on va en avoir besoin dans la prochaine étape, qui est l'étape cruciale qu'on va faire lentement, mais comme il faut. On a pris la décision d'y aller extérieur, donc ça devient nos panneaux de côté. Donc, on s'en vient les installer extérieur et on va s'assurer qu'on est à angle droit, on est à plat ici. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en avant, c'est pas si mal, c'est pas parfait. Nos surfaces du bas et du dessus sont une petite affaire plus longue, mais au coup d'œil, ça sera pas laid. Puis encore une fois, quand on joue avec du patrimonial, il faut s'adapter à ça, faire avec ces petites nuances-là. Là, on comprend qu'on doit les mettre au moins 4. On va en mettre plusieurs parce que c'est justement parce que ce ne sont pas des équerres à 4 trous, mais à 2 trous. On va en mettre au moins 4. Et surtout pour la première, je vais demander l'aide d'Anne-Christine qu'on puisse viser à faire quelque chose qui va ressembler à du 90 degrés, qu'on ne soit pas trop à côté de la traque. Comme ça me paraît beau. On pourrait sortir les niveaux, hein, puis essayer d'y aller au niveau. Sauf que dans plusieurs cas, quand j'ai sorti le niveau, encore une fois, parce qu'on travaille avec des choses qui ont tellement de vécu, il n'y a plus grand-chose dans le morceau qui est parfaitement à 90 degrés. Donc, il faut beaucoup y aller à l'œil pour dire qu'on arrive à un résultat qui est fonctionnel. On bouge plus? Parfait. Donc, on se souvient, j'ai mes 2 formats de vis. Je vais aller vérifier. Ah, on a une bonne épaisseur. Je pourrais prendre les vis une petite affaire plus longue que ça morde comme il faut dedans. Je vais revérifier si... Là, c'est normal. Anne-Christine a tendance à le ramener un petit peu vers elle. C'est plus comme ça. Mais une fois qu'on va avoir 3, 4 vis installées, ça va aider beaucoup.
Là, Anne-Christine, j'ai trouvé ça, OK? Qui est massif, qui est du 2x6, qui est long. Si on s'en va solidifier avec ça, ça va aider à tous les niveaux. Ça va aider à maintenir une pression ici, puis ça va stabiliser un peu en mettant les écarts de chaque côté. Là. Ça va stabiliser aussi sur le côté. OK? Donc, ça fonctionne. Cependant, c'est du bois traité. Dans notre cas, à nous, à la maison, on veut l'assembler et lui donner une couleur unie. Donc, ça m'embête pas. Je vais simplement peinturer ça avec le reste. Okay. C'est quelqu'un qui voudrait absolument rester vintage. Ça existe parfois des 2x6 qui sont vieillots puis qui sont pas du bois traité. Donc, on pourrait peut-être même trouver un morceau qui pourrait aller là puis qui lookerait dans l'ensemble, vieux bois. Ça serait faisable. Mais dans notre cas, on va y aller avec ça, puis en bout de ligne, on va sabler puis on va peinturer. Fait que ça paraîtra pas. Merci. Je vais me concentrer sur mes mesures puis sur mes traits de scie les plus droits possibles pour ça. Donc, on a notre premier 22 pouces qui est là. On va le mettre un petit peu plus profond parce qu'on va vouloir probablement non seulement installer des équerres, des petits équerres de côté, mais des grandes équerres de ce côté-là aussi. L'idée, c'est que ça vienne aider non seulement à la rigidité pour mettre du poids dessus, mais aider aussi à cette rigidité-là. On va travailler ça tant qu'on n'a pas quelque chose de stable. Donc, on va aller travailler ça. On va les installer tous les deux, mettre les équerres. On vous revient à l'étape des petits trous, quand on aura un meuble qui est plus stable, à l'étape des petits trous qu'on va l'installer ici, en dessous. Donc, on a installé nos deux renforts au centre, comme ça. On voit là, on pourrait mettre quelque chose d'un plus pesant, puis ça tiendrait. C'est aussi plus solide dans cette traction-là. Quand je pousse, au lieu de plier, il lève là. C'est pas parfait. Ce qui serait faisable, quelqu'un qui a des jeunes enfants, par exemple, qui disait « je veux vraiment que ce soit très solide, là, pas qu'il arrive quoi que ce soit », on pourrait aller mettre un 90 degrés ici, là. À l'arrière, ça ferait beau en termes de structure pour l'arrière, et ça irait carrément mettre une tension sur les parois pour que ce soit encore plus stable. Donc, c'est faisable. Je vais demander à Christine de venir m'aider encore un petit moment. On va l'amener vers le sol pour installer les petits trous en dessous du meuble. On va y aller comme ça. D'étape en étape, quand on le bouge, on sent que c'est plus stable. Hein? Oui. On le sent. Voilà. Là, vous voyez, on voit apparaître, on va appeler ça en bon français un patch. C'est que, vu que c'est de l'embouffeté, ici, c'était trop fragile. Donc, on s'est dit que, puisque c'était la surface du dessous, on pouvait aller mettre un petit renfort pour s'assurer que ça soit plus stable. On a pensé à faire un boulot de colle de bois, mais l'embouffetage est tellement vieux que c'était un petit peu fragile encore. Donc, on va aller chercher nos petites roulettes que Anne-Christine a aperçues là-bas. Merci encore. Puis, je vais amener les deux grosseurs de vis, mes 4 petites roulettes, et on va changer où j'ai mis ma perceuse et dans mon trou là-bas, dans mon tiroir. On va changer notre type d'embout. On va revérifier si les plus longues peuvent aller s'ancrer ici sans que ça défonce l'épaisseur de bois. Non, on est correct. On devrait être bon. Donc, on va en profiter pour prendre celles qui sont un peu plus longues. Et on va aller proche du coin, proche des 4 coins. On va s'enligner avec, pour ces deux-là, on va s'enligner avec la ligne qui est ici, là. On va faire ça comme ça.
Donc, on a fini d'installer les roues avec une qui va permettre de faire un cran d'arrêt sur le côté extérieur. On l'a installé pour qu'on puisse être accessible. On va le remettre à l'endroit avec ton aide, Anne-Christine. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça bouge bien parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Alors voilà. Alors, c'est une dimension relativement massive pour une table de salon ou de séjour. C'est ce qu'on... Moi, si on avait mesuré ça avec mes enfants, c'est ce qu'on veut. Ils vont pouvoir jouer aux cartes là-dessus. Puis, il aurait été faisable, quelqu'un qui veut vraiment le descendre, d'aller enlever ici puis ici, là, les deux planches qui sont là, puis de sabler l'embouffetage qui est là. Ça aurait été faisable aussi. On aurait descendu le meuble d'un bon 8 pouces ou presque en faisant ça. Mais c'est la décision que nous, on a prise de l'avoir plus haute pour que ça soit aussi une table de jeu dans le salon pour l'utiliser. Donc, c'était notre montage. Donc, il nous reste à sabler, en particulier les sections ici. On voit le bois à vif, là, des traits de scie. On va sabler, on va peinturer probablement couleur unie avec les enfants. Et on pourra vous montrer l'installation en contexte dans le salon, ce que ça implique de coussins et de BD qui va être mis à l'intérieur très bientôt. Eh bien, je m'appelle Caroline Beaulieu et puis je suis artiste photographe. Je dis artiste photographe parce que je manipule ma photographie, je l'amène dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'avec ma photographie, je crée des bijoux que j'encapsule sous le verre. Aussi, je fais du transfert photographique aussi, c'est-à-dire que je prends la photographie et je la transpose sur autre chose, c'est-à-dire des panneaux de bois, ça peut être des matériaux recyclés. Je choisis une surface sur laquelle je vais venir la transposer pour faire vivre ma photographie de façon différente. Puis mes photographies sont prises dans le Kamouraska. Je fais énormément de paysages, que ce soit paysages plus vastes, mais je me concentre beaucoup sur les détails de la nature, de l'environnement qui m'entoure, et puis bref, de mon quotidien. Je vis près de la forêt, donc beaucoup de photos de fleurs séchées qu'on retrouve aux abords de la forêt, dans les champs, les arbres. Bref, ça m'inspire vraiment beaucoup. Et puis c'est vraiment ce qui est la base, ce qui me nourrit là en photographie. Bien, au départ, j'ai commencé en faisant de la photographie. Bon, on la met sous cadre et tout ça, puis j'avais besoin d'aller ailleurs. J'avais besoin, je trouvais que juste de regarder une photographie à l'écran, en la partageant, par exemple, sur les réseaux sociaux, je trouvais qu'il manquait quelque chose à l'œuvre. Fait que j'avais envie de l'emmener plus loin, peut-être même dans l'objet, autre que le 2D, l'aplat d'une photographie. Et puis, j'ai eu envie de faire des bijoux avec les paysages que je prenais en photo. Puis j'aimais l'idée que je puisse porter sur moi le paysage que j'avais capté en forêt ou sur le bord du fleuve. C'est tout le temps quand je fais de la photographie des moments qui m'apaisent beaucoup. Puis je crois que c'est vraiment un besoin de montrer, de transmettre ça aux gens, du moins de leur montrer que il y a beaucoup de beauté qui nous entoure. Fait que j'ai envie de partager ça. Puis je me suis dit, hey, le bijou, c'est comme le superbe élément pour le porter sur soi, puis en même temps de faire voyager la région haute, aller au-delà du Bas-Saint-Laurent pour que des gens qui sont de passage de Montréal, qui ont aimé le coin, puissent le porter sur eux, puis le trimballer, fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, puis ça crée aussi des histoires. Parce que dans ma photographie, j'ai vraiment une grande quête de sens. J'ai besoin de raconter quelque chose, de montrer quelque chose. Fait que là, avec les bijoux, on peut se promener, le montrer. Puis, après les bijoux, j'avais besoin aussi peut-être de formats un peu plus gros parce que mes bijoux sont très petits, sous du verre recyclé, avec du bois recyclé, bref. Et puis, j'avais besoin de jouer avec autre chose. Donc, j'ai fait beaucoup de tests de transfert photographique sur du bois.
Fait que, au début, ça fonctionnait pas très bien. Mais là, j'ai vraiment développé ma technique. T'sais. Une technique où je mélange peinture acrylique, photographie au jet d'encre, sur une surface de bois. Fait que là, la même image qui va être dans le bijou va dire quelque chose, mais cette même image-là, sur le bois, va raconter quelque chose de différent. Elle va avoir une toute autre personnalité, même si c'est la même image. Ça me fait triper. Donc, au début, l'idée pour les bijoux, c'est parti parce que j'étais dans un magasin de décoration, puis il y avait des dossierets de cuisine en pâte de verre. Je trouvais ça tellement beau, fait que j'ai dit à la dame, qu'est-ce que vous faites avec ça? Elle dit, quand c'est discontinué, on les jette. Je dis, mais là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle me dit, ramène-en à la maison. Parfait. Fait que j'ai ramené dans le fond, c'est des dossierets comme ça. C'est de la pâte de verre. Bon, il y a plusieurs formats. Moi, j'utilise le rectangulaire et le carré. Et puis là, maintenant, j'en ai vraiment beaucoup parce que j'ai des amis, des fois, qui rénovent la cuisine ou quoi que ce soit. Fait que là, ils me donnent... c'est pour ça que là, j'ai un bel éventail, là. Là, ils me donnent, au lieu de les jeter, ils me les donnent. Fait que là, je les utilise comme ça. Et puis, dans la confection de mes bijoux, il y a le verre ici. Je dois venir sabler l'endos pour plus voir la couleur puis que le verre devienne transparent. Et moi, c'est à l'endos de ça que je viens mettre ma photographie. Puis, j'ai développé mon processus, ça a pris du temps. Puis ensuite, pour venir faire la finition à l'endos, j'utilise des languettes de bois qui sont fournies par un ébéniste du coin à Sainte-Hélène de Kamouraska, atelier 27 par 27. Donc, c'est le gentil Florent qui, dans le fond, fait de l'encadrement. Il en fait avec du bois noyer. C'est un bois magnifique, plein de richesses que j'aime beaucoup. Puis des fois, il y a des petites quantités, donc il doit les jeter ou les brûler. Fait que dans ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il me coupe des lanières aux dimensions que je veux. Moi, j'ai besoin à peu près de 7 mm. Fait que là, il me coupe 100 lanières. Puis moi, à partir de là, je vais les utiliser pour venir faire la finition à l'endos de mes bijoux. Fait que ça, c'est une belle collaboration dont je suis fière, là. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours créé avec des matériaux recyclés. J'ai commencé par la peinture, puis je peignais sur des plafonds suspendus, bref, qui allaient être jetés. Fait que, à l'intérieur de moi, c'est inconcevable de jeter quelque chose. Moi, je suis une ramasseuse. Fait que je vais tout ramasser, même si je ne sais pas à quoi ça va me servir. Je le garde dans un petit coin, ça va mûrir dans ma tête, puis pop! M'amener, il y a un projet d'art qui va sortir de tout ça. Il y a le fait aussi qu'au début, j'ai commencé avec des objets recyclés parce que c'était moins dispendieux, j'ai pas beaucoup d'argent et tout ça. Fait que ça a commencé, il y avait comme ces deux pans-là, puis plus j'en faisais, puis je pense que plus j'avais une fierté de dire que j'utilisais des matériaux recyclés. Comme là, des fois, je fais un récapitulatif là, de ma jeune carrière d'artiste. Puis je me dis, ah là là, tu sais, tout ce qui aurait été jeté, qui ne l'est pas et qui sert maintenant à créer du beau. Moi, c'est très important dans ma pratique artistique de créer du beau. Et je trouve que l'objet que j'utilise, qui aurait été jeté, est encore plus beau. Il y a quelque chose de noble dans le fait de recycler. Puis souvent, on peut voir ça comme les déchets des uns sont le trésor des autres, mais je crois vraiment à ça parce qu'un objet recyclé nous permet, je pense, de voir au-delà des choses. Il ne faut pas voir son côté vieux, délaissé. Au contraire, il faut voir son côté qui a passé le temps. Et je crois comme un être humain qui a passé le temps, toute la beauté, la richesse est dans son vécu. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important d'utiliser des matériaux recyclés, de ne pas jeter, de continuer, dans le fond, cette belle chaîne-là de la récupération. Nous voilà au moment de l'émission où on installe dans son environnement l'objet. Dans le cas de la table de salon, il a fallu faire quelques petites retouches en arrivant à la maison. Il y avait eu des égratignures pendant le transport. On a décidé d'installer la table au mur. On voit l'espace qui est fermé, comme ça fait un beau volume. Ça va au fond nous servir de table pour déposer
dans notre cas, l'ordinateur qui nous sert d'à peu près tout, de radio, de télévision, etc., etc. Ça concordait bien avec l'environnement. C'est un vieux logement avec un revêtement sur les murs en vieille planche, donc ça faisait un bel ensemble. On est très content, ça fait respirer la pièce. Et encore une fois, on a produit ça avec quelques dollars et ça fonctionne très bien. Merci d'avoir été là encore cette semaine. La semaine prochaine, on réalise encore une belle idée de conversion de vieux objets, une idée parmi les centaines d'idées qu'on peut trouver partout sur le web. Les organismes, souvent, on a plusieurs projets. Fait que quand on a des bénévoles, bien, ça nous permet de rêver puis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Des bénévoles, ce que j'aime, c'est leur authenticité. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ils apportent ce qu'ils ont. Les bénévoles améliorent fortement le tissu social, le sentiment d'appartenance dans une communauté. Merci de faire une différence parce que sans vous, le monde dans lequel on vit serait tout simplement différent. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et votre grand cœur. On n'existerait pas sans eux. C'est le fun de les voir rire, c'est le fun de les voir de s'impliquer. Chaque geste posé vient en aide au suivant. Le bénévolat, c'est non seulement nécessaire, ça fait du bien à tout le monde.